Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Class, l'émission économique du groupe La Semaine. Nous enregistrons aujourd'hui un nouveau numéro. Ça se passe toujours dans la magnifique salle Lyoté de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. J'en profite pour remercier la Chambre et son président, François Pellissier, ainsi que nos deux autres partenaires qui rendent cette émission possible, la Caisse d'épargne Grand Est Europe et l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est. Je remercie aussi les équipes de Y-Vision qui rendent l'enregistrement de cette émission possible. Émission que vous pourrez retrouver sur notre site web lasemaine.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux, nos plateformes de podcast et notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous rappeler que Business Class fera l'objet d'un retour presse dans le mensuel Éco Grand Est du mois de novembre ainsi que dans notre hebdomadaire La Semaine de jeudi prochain. D'ailleurs, l'hebdomadaire qui a changé de formule depuis mi-septembre. Alors, la ligne éditoriale reste inchangée, mais on est désormais sur un magazine. Notre site web a lui aussi considérablement évolué depuis une semaine. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Laurent Singer, président du Parc Sainte-Croix. Bonjour Laurent. Bonjour Jonathan. Comment allez-vous? Parfait, ravi d'être dans cette ville de Nancy et dans cette salle magique. J'ai vraiment une de mes passions et porte sur l'architecture et se promener dans les villes de Nancy, c'est toujours une belle récompense. Alors vous devez être particulièrement heureux en effet dans cette belle salle. Vous représentez en tout cas une entité qu'on ne présente plus pour le coup, 1500 animaux localisés à Rhodes en Moselle qui attirent 350 000 visiteurs par an et bien sûr dans toute la Lorraine et le Grand Est puisque vous êtes l'un des sites les plus fréquentés de toute la région, on y reviendra. Le chiffre d'affaires est de 17 millions d'euros. On est bien loin des 100 000 euros du début des années 90. Vous employez aujourd'hui un peu plus de 100 collaborateurs. On reviendra aussi là-dessus puisque vous attachez une importance forte à la marque employeur, justement. En tout cas, pour vous, dans l'entreprise, l'aventure familiale a commencé en 1992. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Au début, on était loin de tout ça. Une formation de juriste, je crois. Oui, tout à fait. Je suis né en quelque sorte à Sainte-Croix, au cœur de cet Éden qui était encore en cours de construction, qui était une ferme abandonnée depuis plusieurs décennies. Mes parents s'y sont installés en 1967 avant de revenir à mon propre parcours. Je vais un peu vous raconter rapidement mon enfance. Et donc mon enfance a baigné dans ce lieu où j'ai vu mon père défricher, qu'il a été un éleveur assez exceptionnel, qui a remporté de nombreux prix en matière de moutons de la race Texel. Et voilà, il a géré cette ferme difficile. On le prenait déjà du point de vue local. On lui disait ça va être difficile d'être à Sainte-Croix parce que Sainte-Croix c'est une terre faite une terre très lourde, faite d'argile, très difficile à exploiter, vraiment qu'une terre d'élevage. Donc il a déjà relevé ce défi en partant de rien, donc cette ferme inexploitée depuis plusieurs décennies, pour en faire une exploitation agricole, mais très vite, dans les années 70, parce qu'il a toujours baigné toute son enfance là-dedans, il a voulu créer un parc de vision, une réserve naturelle à une échelle assez large de plus de 1000 hectares, en relation, c'est pas une entreprise privée, c'était pas un business, en relation avec l'État, des chercheurs du CNRS, etc. Alors c'est une idée quand même novatrice, on peut le rappeler, parce que dans les années 70, on n'en parle pas tellement. On n'y est pas du tout. Effectivement, c'était très novateur. Il s'est inspiré de choses qui pouvaient exister en Allemagne ou qui pouvaient exister dans les pays du Nord, où effectivement ils avaient une longueur d'avance. Et puis pour revenir à moi, je baigne dans cet univers. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je me vois devenir agriculteur. Petit-fils d'agriculteur, très fier de tout ça. Ma mère venait plutôt du monde de la ville, entre guillemets, Sarrebourg, avec mon grand-père qui fabriquait des meubles et qui était commerçant. Donc c'était deux univers qui se complétaient bien. Mais moi, je me voyais bien, j'étais sur les tracteurs, à toute heure, en train de m'occuper des animaux, etc. Je ne voyais pas d'autre vocation. Puis finalement, un peu bizarrement, comme ça d'un coup, je ne sais pas comment quoi, vers
13-14 ans, bon, j'avais plus du tout cette appétence vers le monde rural. J'ai suivi une scolarité tout à fait classique. Et puis j'ai cherché un peu ma voie. Et puis j'ai toujours aimé quand même le côté entreprise, entrepreneuriat, en voyant ce que mes parents ont pu faire, mes grands-parents, etc. Et puis j'ai cherché une formation généraliste. Et donc je suis devenu juriste spécialisé dans tout ce qui est droit des affaires et fiscalité. J'avais terminé par une très belle année d'études, un 3e cycle à Bordeaux, en droit des affaires et fiscalité. Je fais ces études, je m'éloigne pas du projet de mes parents, mais quand même, je suis jeune, je suis dans la ville, je me plais beaucoup à Strasbourg notamment, où je m'y installe. Je travaille, ici on est dans les locaux de la CCI, je travaille dans des locaux aussi prestigieux, qui sont ceux de la CCI à Strasbourg, au service juridique. Et puis assez bizarrement aussi là, ça me tombe un jour dessus, je m'ennuie assez vite, non pas dans ce métier. J'ai toujours cette appétence pour la partie juridique. Je pense que c'est des formations très très généralistes, et je décide là de rejoindre l'aventure de mes parents, aventure aussi auquel mon frère avait déjà Pierre Singer à 5 ans de plus que moi. C'était mon frère aîné, et il avait commencé un peu plus tôt l'aventure par la force des choses. Vos parents vous ont fait des appels du pied Non, pas du tout, parce que quand vous l'aviez évoqué, on a pu déjà en parler, ce fameux 100 000 euros de chiffre d'affaires. Quand je suis arrivé, c'était la réalité de l'entreprise, parce que l'idée était alors l'entreprise au début des années 90, qu'on resitue, là c'est déjà un parc ou c'est déjà, ça cherche encore un peu. 1967, mes parents s'installent, ils en font une exploitation agricole. Voilà. Pour faire court, ils créent un projet avec le CNRS, ils convainquent les services de l'État de créer cette réserve totalement. On parlait pas de réserve de biosphère ou etc. ou d'éducation, mais c'était ces termes à lui. Il voulait créer ce lieu-là. Création de la région, des régions et de la région Lorraine. Évidemment, l'État doit passer par cette nouvelle institution et a posé la question à la région à l'époque: est-ce que vous soutenez ce projet d'intérêt général? On était en plein. Il y a eu le choc pétrolier, il y a eu l'acierie, il y a eu la problématique, la gestion du charbon. On était très loin de ce sud de Moselle très particulier, très riche déjà en biodiversité. Donc ce projet n'a pas pu se faire sous la forme publique portée par Gérald. Et donc votre père, Gérald. Voilà, Gérald et Liliane, mes parents. Et donc il a eu une vie très active dans le monde professionnel agricole. Il a été un des fondateurs du parc naturel régional de Lorraine. Il faisait les arbitrages de quotas laitiers. Il était président du groupe Lorca, etc. Il a eu une activité très large. Et donc, dès qu'il a été dans la possibilité d'aller voir un banquier et de lui dire voilà, mon rêve, c'est ça. Je vous mets en caution l'ensemble de mon patrimoine, l'ensemble du travail de mes 2 dernières décennies, pour pouvoir réaliser mon rêve. Eh ben, il y allait. En préalable, en 1978-79, j'ai vu mon père aller acheter des vieux engins agricoles et de travaux publics, un vieux Trax, une vieille pelle, un vieux bulle. Il est monté dedans tout seul. Il a remué des millions de mètres cubes de terre. Oui, parce qu'il faut tout créer, quoi. Il y a tout à créer. Au départ, Sainte-Croix, c'est une ferme de plus de 200 hectares. Le projet animalier portait sur 60 hectares. Donc, il y avait les 20 hectares de forêt qu'il voulait dans son dispositif. Il avait 20 hectares de prairies, qui aujourd'hui, notamment la Grande Plaine des Serres. Mais il n'y avait aucun plan d'eau, aucune zone humide. Et donc, il a remué ces millions de mètres cubes et il a fait ses plans d'eau. Donc, il a fait ses plans d'eau et il a ouvert son parc en 1980. On va fêter d'ailleurs nos 45 ans l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on aura on aura des événements particuliers pour les 45 ans? Oui, il y aura de nombreux événements, on a de nombreux projets. Si on parle de l'agriculture, de nombreux projets pour les 45 ans, qui sont la poursuite de nombreux projets depuis ces dernières années, parce que je pourrais peut-être reprendre quand même avant de répondre précisément à votre question, si on restait sur un historique rapide. Les années 80, l'ouverture, une grande difficulté de trouver
une résonance auprès du public. Oui, le public n'adhère pas, parce en que fait, au début, au projet, quoi. Le concept qui est toujours là, les fondations, c'est de créer un parc qui s'appelait un parc de vision à l'époque. On en parlera, c'est s'intéresser aux écosystèmes au sens large et pas uniquement aux animaux. Il crée cet Éden qui s'est bâti pendant 45 ans. Et la volonté, c'est de faire connaître la faune régionale, la faune patrimoniale. Papa partait du principe qu'on avait beau vivre au cœur de la Lorraine, du sud de la Moselle, mais qu'on connaissait très peu son environnement, que ça soit la salamandre, la couleuvre à collier, le triton crété, etc., qu'il y avait vraiment une méconnaissance de son patrimoine local, faunistique, floral, etc. Donc c'était vraiment son but, c'était de créer ce lieu-là, que ça soit un lieu d'émerveillement du public. Et pourquoi il voulait émerveiller le public? C'était évidemment pour le sensibiliser et faire de l'éducation, de créer une véritable école de la nature. Auprès des scolaires d'ailleurs, alors, qui fréquentent beaucoup. Ça, tout de suite, je vous parlais d'une difficulté du grand public à comprendre le concept. Le fondateur, mon père, aurait été un investisseur. Il aurait investi dans un zoo classique, il aurait investi dans la faune exotique, dans ce qu'on appelait autrefois une collection d'animaux, ce qui n'a jamais été du tout son rêve, dans le voyage, qui était bien plus rentable, où on aurait pu toucher bien plus de public. Lui, c'était pas sa vocation. Lui, c'était de faire connaître notre faune, notre flore patrimoniale, de faire de l'éducation. Et là, certes, le grand public, ça a été difficile. Tout de suite, il y a eu un succès énorme auprès des scolaires. Donc là, il y a tout de suite été en adéquation avec le monde enseignant, avec l'éducation nationale, avec le parc naturel régional de Lorraine. Et on a cette fierté, on dit souvent chiffres parce qu'on en est très fiers, c'était vraiment le fondement du projet. On a accueilli plus d'1 million de scolaires sur 4 décennies. Donc ça, c'est considérable. D'accord, très bien. Et alors, à quel moment le parc trouve son identité profonde, enfin il a son identité, mais trouve l'adhésion du public? Ça, c'est dans quelles années? Oui, parce que l'identité, on en parlera après. Oui, on a toujours gardé. Elle est là depuis toujours, quoi. Voilà, on va en parler. Et puis ces fondations, on y tient. C'est vraiment une partie prenante de notre raison d'être. Mais si on revient, on pourra développer. Ça a évolué évidemment, malheureusement, devant une extinction massive. Je ne sais pas si papa imaginait à quel point l'extinction de la biodiversité serait aussi massive, que le réchauffement climatique serait aussi violent sur des périodes aussi courtes. Donc, ce qui nous oblige moralement à pas seulement faire de l'éducation, mais à pouvoir agir, collaborer. On en parlera, etc. Mais pour revenir à votre question, à partir des années 90, les choses ont commencé à évoluer sérieusement. On a commencé à avoir plus de 100 000 visiteurs. On a aussi eu un changement de mentalité du public, un véritable attrait pour ces grands espaces que pouvait représenter Sainte-Croix. On a eu aussi un moment important en 1995, le département de la Moselle se posait la question de comment prendre ce virage d'une autre Moselle qui ne serait pas seulement la Moselle de l'industrie, de la sidérurgie, etc. Et il voulait mettre en avant les territoires verts. Et donc Philippe Leroy, qui a été longtemps le président éclairé du département, a finalement identifié Sainte-Croix comme un lieu qui a toujours été fidèle à ses valeurs, qui a toujours, quoi qu'il arrive, contre vent et marée, a toujours résisté et toujours resté proche de ses fondations et à sa raison d'être, et nous a vraiment identifiés comme un partenaire potentiel du département pour commencer à bâtir une politique très ambitieuse qui est poursuivie aujourd'hui sur cette Moselle touristique. Et donc, à partir de 1995, où on a atteint ces 100 000 visiteurs, une reconnaissance de plus en plus importante, on était de plus en plus un parc très reconnu en Moselle. On commençait à s'implanter sur l'ensemble des départements limitrophes, sur l'Alsace, etc. Donc, il s'est appuyé sur notre site et on a pu bénéficier pendant de nombreuses années de plans pluriannuels d'investissement pour nous permettre de développer notre site. Donc, c'est vraiment un partenaire essentiel, la Moselle. Il a continué à
à poursuivre sa politique de transformation de cette modèle touristique, et c'est de plus en plus le cas avec notamment l'arrivée à 20 km de chez nous de Center Park avec ses 5000 lits. Donc ça a été une première évolution importante. On a continué à travailler sur l'attractivité du parc. Donc on a régulièrement investi, on est dans des activités qui nécessitent beaucoup d'investissements. On a transformé de plus en plus le site, on en a créé de plus en plus une biodiversité, toujours en respectant aussi une règle d'aménagement durable. Donc c'est quelque chose auquel on a toujours tenu et on tient toujours. C'est vraiment l'utilisation, y compris dans des constructions, de filières courtes, d'entreprises locales. Oui, on y viendra. Donc c'est vraiment très important, ce qui nous permet aujourd'hui, d'ailleurs, de revendiquer entre nos collaborateurs et les emplois indirects générés par l'activité économique de Sainte-Croix. On est à peu près à 450 personnes en emploi direct et indirect. D'accord. Donc on a continué à se développer. On a en 2010 aussi un autre rendez-vous dont on pourra parler qui était important dans les choix stratégiques de l'entreprise. C'est la création des hébergements. Oui. Alors ça, on peut déjà en parler même spécifiquement comme vous voulez. On peut en dire peut-être un mot. Aujourd'hui, vous avez donc 56 hébergements et 300 lits à peu près, hein, c'est ça? Oui, pas tout à fait, mais 56 hébergements, près de 300 lits. Donc là, c'est quand même une sacrée transformation pour le parc Sainte-Croix. C'est-à-dire que là, vous devenez un hôtelier à partir de 2010 aussi. On devient un hôtelier, donc c'est un nouveau métier qu'il faut apprendre, qu'on a appris avec beaucoup de plaisir, parce que voilà, on a une douzaine de métiers différents à Sainte-Croix, donc il faut arriver à gérer tout ça. Alors on peut peut-être en tout cas énumérer les plus importants, parce qu'on se rend pas forcément compte. Oui, il y a évidemment les plus évidents, c'est l'équipe animalière qui est au chevet, aux soins et pour assurer le bien-être de l'ensemble des animaux qui sont sur site. Hein. Vous aviez évoqué 1500 animaux et de nombreuses espèces. Et aussi, je tiens souvent à rappeler que la particularité de Sainte-Croix, c'est aussi sa biodiversité et sa faune sauvage, qui sont soit résidents sur site, soit en migration. On a fait des inventaires très détaillés l'année dernière avec la Ligue de protection des oiseaux. On a plus de 225 familles présentes sur site, des dizaines de milliers d'animaux de toutes sortes, et donc c'est une de nos grandes richesses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les animaux qui sont dans le parc, et puis il y a tous ceux qui gravitent plus ou moins autour. Proximité. On a créé vraiment un écosystème, un biotope exceptionnel. Pour revenir aux différents métiers, si vous voulez qu'on parle de ce point-là, on a parlé des métiers d'animaliers, donc c'est les gens qui au quotidien vont assurer les soins, vont distribuer la nourriture, s'assurer du bien-être des animaux. Vous avez une équipe de 3 vétérinaires aussi, parce que il y a à la fois les soins classiques, mais on travaille sur la faune sauvage, donc c'est beaucoup d'anticipation. Vaut mieux éviter que les animaux soient malades, et s'ils sont malades, on a besoin de tous ces vétérinaires aussi qui sont en réseau pour faire de la recherche, parce qu'il y a une méconnaissance aussi du corps, de l'anatomie des animaux, et on est en train d'accumuler effectivement beaucoup de connaissances qui peuvent servir soit en milieu zoologique, mais qui peuvent servir aussi en milieu naturel sur des programmes de réintroduction, de renforcement. On a aussi des éthologues qui s'assurent du comportement des animaux pour pouvoir faire des enrichissements, etc. Donc il y a toute une équipe animalière qui est importante. Il y a tous les pôles d'éducation. On a des médiateurs scientifiques, on a des animateurs, on a aussi pour ces gens-là, on a des graphistes, on a un service de communication qui est géré par Clément Leroux, qui est avec nous depuis longtemps et un de nos partenaires collaborateurs les plus fidèles. Il y a une branche marketing. Quand on parle de l'hôtellerie, il y a le cleaning, il y a les équipes techniques de maintenance. Oui, ça englobe. Il y a la réception, la restauration. Il y a les spécialistes des séminaires. Il y a les spécialistes des aménagements des espaces verts. Voilà, enfin c'est une multitude de métiers différents. Alors justement, peut-être pour avancer un tout petit peu et sur cette partie hôtellerie, déjà on est sur quelle gamme d'hôtellerie? Il y a un peu de tout, il y a. Alors oui, enfin il y a un peu de tout. On est vraiment sur à l'origine, c'est ce qui nous avait permis d'avoir cette idée. On avait depuis longtemps l'idée de faire de l'hôtellerie.
C'était pas notre métier, mais on était intimement persuadés. Maintenant, j'ai la chance depuis maintenant quelques années de dormir sur le site de Sainte-Croix, et les amis me faisaient régulièrement remarquer quand ils venaient dormir sur site. Est-ce que tu te rends compte que tu as la chance de dormir au cœur d'un parc, d'entendre les loups hurler, les castors travailler, les cerfs bramer, etc. J'en avais conscience, mais c'était pas obligatoirement si évident que c'était une richesse extraordinaire de pouvoir vivre le parc 24 heures sur 24. Donc 2010, on décide de créer des hébergements. Au départ, on pensait à un hôtel classique qui aurait pas été du tout adapté. C'était beaucoup d'investissement. Ça aurait peut-être été hors sol par rapport à Sainte-Croix. On crée 4 premiers nouveaux hébergements, très simples, de grandes tentes de safari qui donnent sur la plaine des cerfs historiques, sur les cerfs qui venaient de Chambord, une yourte, une toute petite cabane où on avait de la muséographie sur les loups blancs qui faisait 9 mètres carrés. Puis dans un premier temps, on se dit plutôt qu'on va faire parler de nous dans les médias, au-delà des médias régionaux, pour augmenter l'audience du parc. Effectivement, ça a été un succès immédiat. On a pu, à terme, avoir des médias jusqu'au Japon, au Mexique, l'ensemble de la presse nationale, l'ensemble des départements français sont venus dormir chez nous, les pays limitrophes, etc. et tout. Mais effectivement, on a eu ces retombées médias, et très vite, il y a eu un engouement incroyable. Alors que une année avant, quand on avait eu cette idée, juste pour l'anecdote, on a interrogé de nombreux visiteurs en leur disant « Ah ben écoutez, l'année prochaine, on envisage de vous donner la possibilité de dormir au cœur du site de Sainte-Croix, au cœur du parc animalier, en face d'animaux, en pleine reconnexion avec eux. Ça vous parle? Ça vous dit ?» Bon, 99% des visiteurs, ça leur parlait pas. Parce que on a eu cette chance, qui est quand même rare, de pouvoir créer une nouvelle offre qui avait du sens, qui n'existait nulle part ailleurs. Donc, on a eu la chance d'être les pionniers de ces hébergements. Donc, un engouement exceptionnel, une satisfaction exceptionnelle. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Et d'ailleurs, beaucoup de parcs aujourd'hui s'en sont inspirés. J'y mettrais toujours un peu Sainte-Croix de côté, parce que beaucoup de parcs le font. C'est souvent de la faune exotique, c'est une plaine africaine, c'est dans des milieux beaucoup plus zoologiques. Là, on est vraiment dans un cadre, dans un Éden naturel incroyable. Alors, et en tout cas, vous passez donc de 4 hébergements à beaucoup plus? Donc c'est une montée progressive. On passe de 4 à 10, à 12, à 14, etc. Avec des hébergements plutôt qualitatifs. Il y a plusieurs univers. On peut dormir dans des maisons en bois qui sont recouvertes de toiles au niveau de la de la plaine des cerfs. On peut dormir dans l'univers des loups, qui a fait aussi beaucoup notre succès, avec des hébergements très qualitatifs, assez haut de gamme, au cœur des différentes meutes de loups. On peut dormir dans des cabanes très simples, mais les gens adorent dormir dans des cabanes perchées, accrochées à des arbres. On peut dormir dans la Grange aux Coyotes, qui est un endroit où on peut se retrouver en famille, en séminaire, où il y a de nombreux mariages et de nombreux événements familiaux, festifs, qui est la Grange du Nouveau Monde. On peut se retrouver dans des maisons sur pilotis au cœur d'un parc où cohabitent des ours noirs, des bisons et des coyotes. Donc il y a différents univers, différentes ambiances qui vous permettent de vous immerger complètement dans le parc. Aujourd'hui, ça représente à peu près un tiers de l'activité. Oui, mais il y a dans les activités, de façon très schématique, effectivement, c'est important dans la réussite de Sainte-Croix, dans le bon équilibre des choses. Il y a 30% sur la partie hébergement, 30% en partie restauration, parce qu'on sert des centaines de milliers de repas, et 30% sur la partie parc et entrée, et tout le reste, c'est les services annexes. On a de plus en plus de séminaires, la partie boutique, etc. On va y revenir tout de suite. Mais est-ce que là, dans l'hôtellerie, il y a d'autres projets? Vous avez construit, avoir plus de chambres, plus de lits, c'est le but? Parce que comment on concilie quand même, parce que le bien-être animal, vous me voyez arriver, le bien-être animal avec, là, du coup, est-ce qu'ils sont pas sursollicités, ces animaux, avec du monde autour d'eux tout le temps? Comment on fait pour concilier les deux et garder le bien-être animal? Donc c'est important de garder justement un développement raisonné. C'est pour ça à ce stade, sauf d'avoir des projets de nature très différentes, on est à 56 hébergements, on n'a pas de nouveaux projets d'hébergement, pour pouvoir chaque fois
proposer à la fois aux visiteurs et aux animaux des espaces suffisamment grands pour pouvoir cohabiter dans le respect des uns et des autres. Si les loups ont envie de venir vous voir, ils viennent vous voir. S'ils n'ont pas envie de venir vous voir, ils viennent pas vous voir. Donc c'est essentiel. Et comme Sainte-Croix aussi, en règle générale, pour revenir indirectement, on a parlé des 350 000 visiteurs. L'objectif, c'est de rester dans la qualité, d'être cohérent par rapport au message qu'on veut passer. Et c'est pas d'avoir donc demain 400 ou 500 000 visiteurs. C'est de les choyer, de rester à une échelle permettant de respecter la biodiversité. Ça fait une excellente transition parce que du coup, là, le parc était maintenant, le parc sera amené à être ouvert toute l'année et en tout cas à la période de Noël. Oui, la caractéristique de Sainte-Croix, c'est qu'on n'est pas en milieu urbain, comme on a pu se le dire. Donc on marche sur de la terre, sur l'herbe, on peut respirer la nature, et ça nous semble vraiment important de bien percevoir les différentes périodes de l'année, les différentes saisons. Donc on pouvait déjà bénéficier, on ouvrait traditionnellement au printemps, l'été, l'automne avec actuellement le Halloween qui va commencer, qui est très festif, le brame qui se termine à peine, nos cerfs brament encore, etc. Et la partie hivernale était un peu négligée aussi parce que c'est une autre façon de voir les choses. Ça peut être plus humide, il n'y a pas de feuilles aux arbres, les journées sont plus courtes. Mais il y a énormément de choses incroyables à voir. C'est la période des amours des loups. On voit très bien les animaux sont très 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 visibles. On peut parler de toutes les thématiques de l'hiver, l'adaptation des animaux à l'hiver, etc. Donc c'est tout à fait un autre champ de vision. Il y a 20 ou 30 ans, ça aurait été difficile la perception du public, mais là il y a toute une partie du public qui veut de plus en plus se reconnecter véritablement à son environnement, à la nature. Donc la météo joue moins, parce que c'est vrai que vous êtes quand même sur une activité, vous dépendez de la météo. Alors on dépend encore trop de la météo. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu mon rêve qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui se reconnectent, qui ont conscience de leur environnement, conscience des problématiques, mais on est encore loin, il y a encore beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire. Pour beaucoup, encore, la journée idéale, c'est 30 degrés, grand soleil, alors que voilà. Alors que l'hiver, on peut voir des choses très belles au parc. On peut les voir comme on les voit jamais dans l'année. Donc, on est toujours météo sensible, mais le fait d'avoir des activités toute l'année permet un peu d'étaler aussi les risques et la fréquentation. On peut avoir un mauvais automne et finalement on aura un bon hiver. Et donc pour l'hiver, juste quand même la particularité, c'est que on a une nouveauté très très importante. On a voulu des années, on a pu observer au Canada des spectacles immersifs, lumineux, très qualitatifs. Ils ont toujours été avant-gardistes sur le domaine, et donc on crée avec avec des équipes d'un célèbre parc d'attractions du Puy du Fou. On a pu convaincre les techniciens de nous accompagner dans ce projet. On crée un parcours d'environ une heure et quart au cœur du parc, où on va partir à la recherche de l'hiver. Donc c'est lumière d'hiver, où ça va être complètement magique. On va aller à la rencontre d'Amarok, accompagné par Néo, etc. Et donc c'est vraiment une nouveauté très forte pour cet hiver, et ça va être une grande première. Donc on est en pleine création artistique, c'est un parcours lumineux qui se veut une nouvelle fois pédagogique, qui a du sens, qui est fait avec des entreprises locales et qui est très artistique aussi. Qui commencera quand du coup ce parcours courant décembre. D'accord, donc c'est et jusque mi-mars. D'accord, ça fait un peu penser aussi à votre concurrent, aux Eaux d'Amnéville. Il y a Luminescence. Est-ce qu'on sera sur la même idée ou pas du tout? Alors, on est toujours sur l'idée de l'émerveillement par la lumière. Hein. C'est une réussite incontestable d'Amnéville. Hein. Le public a pris beaucoup de plaisir. L'idée là simplement, c'est pas de s'appuyer sur des produits qui plaisent beaucoup, qui sont fabriqués en Chine. Je vous l'ai dit un peu avant, rapidement. Je tiens énormément à faire travailler les entreprises locales, françaises, européennes. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Donc c'est déjà un produit éco-conçu avec des entreprises du territoire. C'est un investissement qui est durable, qui va pouvoir se pérenniser dans le temps, l'ensemble des installations, où l'ensemble du parcours a été étudié pour avoir un impact proche de zéro par rapport à la faune, à l'environnement aussi, que ce soit sur les choix des teintes de lumière, sur le choix du parcours, etc. Donc c'est des choses assez essentielles. La différence, c'est que Amnéville, on
on se promène, on prend beaucoup de plaisir à regarder tous ces décors très colorés, très lumineux. Là, on se fait plaisir, c'est magique, de la même façon, mais on va un peu plus loin. On fait de la pédagogie, de l'éducation, de façon très ludique. Et on découvre les animaux mais voilà, aussi on du parle parc. du problème de réchauffement climatique, etc. Alors les animaux, on les découvre quand il fait jour. D'accord. Donc là, il n'y aura pas les animaux sur ce parc. Donc, mais on incite les gens. Ce qu'on leur propose, c'est de venir bénéficier du parc en hiver. Lumière d'hiver, c'est à la fois les lumières que la nature peut nous offrir sur toute la journée, et la présence des animaux, les médiateurs, les animations, etc. Et dès qu'il fait nuit, on peut enchaîner par le parcours. Et donc, ça a vocation à revenir tous les ans ensuite, à partir de cette année? Oui, ça a vocation à revenir tous les ans, peut-être à chaque fois avec de nouveaux scénarios, des nouveaux challenges, mais enfin l'équipe se réjouit beaucoup, a beaucoup participé à la rédaction. Enfin, c'est vraiment c'est pas un produit catalogue, c'est un produit qu'on a de façon artisanale qu'on a construit en équipe. Donc ça, c'est une des nouveautés. On peut revenir peut-être sur d'autres nouveautés, puisque vous venez d'achever un plan d'investissement important, 25 millions d'euros, qui se termine là en 2025. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui ressort de ces 25 millions d'euros d'investissement? Alors donc effectivement, c'était important quand on parlait des hébergements. Il y a eu notamment tous ces investissements nous ont permis en 2018 d'ouvrir le Safari Train avec toute une nouvelle zone. Le plan 2018-2025. Voilà, 2025 nous a permis d'ouvrir la zone du Nouveau Monde. Et là, avec un changement d'échelle sur les hébergements, où on a 28 hébergements qui ont rejoint l'ensemble des hébergements déjà existants. Le Nouveau Monde, un petit mot pour... Le Nouveau Monde, on a voulu mettre en avant effectivement une nature donc c'est un parcours incroyable. aussi, C'est un parcours qui est dédié à la faune nord-américaine. D'accord. Et où on a pu effectivement mettre ces différents hébergements au cœur de cette zone-là. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur les outils mis à disposition des équipes. On a travaillé sur les notions de parking, les notions de service. On a travaillé sur une nouvelle entrée. On est en train de travailler. On a parlé de l'importance de la marque employeur. On est en train de bientôt livrer pour décembre. Ce sera le cadeau de Noël, entre guillemets, pour l'ensemble des collaborateurs, des bureaux accès exceptionnels où il y aura un centre de formation, un studio d'enregistrement de podcasts pour justement porter la bonne parole pédagogique et toutes les actions qui sont mises en œuvre. Donc un outil très complet pour les équipes. On veut travailler aussi de façon large. Je ne sais pas combien de temps il nous reste dans nos échanges. On veut travailler suffisamment. Vous avez le temps de vous exprimer. Donc, on a parlé de l'origine, effectivement, d'émerveiller, de faire de la sensibilisation, de l'éducation, Sainte-Croix et que la nature. Donc aujourd'hui, un des objectifs majeurs, on peut plus devant les problématiques devant lesquelles on est confronté, ne pas agir et collaborer pour le faire. Donc agir, notamment, un des sujets qui nous préoccupe, c'est l'agriculture, le côté parfois, je dis bien parfois, très négatif que peut avoir l'agriculture sur la biodiversité, alors que, à notre sens, et on voit bien, il y a des nouveaux modèles qui se bâtissent, l'agriculture ne peut pas se passer de cette biodiversité, a besoin de terres riches, vivantes, et donc les deux choses doivent marcher main dans la main, c'est pas du tout antinomique. Et donc on va travailler notamment sur cette partie agricole forte. Donc c'est pas seulement faire de l'éducation, et on va le faire avec une nouvelle ouverture d'une ferme sur les animaux domestiques, sur les races anciennes, qui vont nous servir on va pouvoir utiliser ces animaux pour pouvoir mettre des coups de projecteur sur des initiatives nouvelles d'un nouveau modèle agricole, de gens qui réussissent avec de la polyactivité, avec de la transformation, en ayant un respect total de la biodiversité. Donc, nouveau modèle agricole, d'agroécologie. On veut vraiment valoriser ces nouveaux acteurs qui parfois sont stigmatisés par l'agro-industrie. Donc on veut vraiment les mettre en action, mais on veut agir aussi nous-mêmes. Donc on privilégie évidemment, on l'a déjà dit, les filières courtes sur nos investissements, mais aussi sur tout ce qui est alimentation qui est servi à nos visiteurs. Et pour aller encore au-delà, donc on a un projet qui s'appelle la Ferme des Vents, porté par votre fils. Oui, par Lucas, effectivement, qui est la troisième génération qui s'investit au parc, où il va avoir 1700 mètres carrés de serres,
il va avoir de l'arboroforesterie, il va avoir de nombreux zones de maraîchage, de potager, à la fois pour les faire consommer directement sur le site, de la même façon qu'il va avoir une fromagerie faisant du Munster, parce que de façon surprenante, Sarrebourg étant une zone AOP Munster. Donc c'est à la fois, on va utiliser ces outils qui sont des véritables outils de production pour satisfaire les besoins de nos visiteurs en filière très courte, mais c'est aussi pour mettre en valeur à chaque fois les filières existantes sur le territoire, en essayant de travailler collectivement pour les structurer. Donc c'est l'idée de collaborer et de faire de l'éducation, former potentiellement à terme des cuisiniers des cantines scolaires. Je sais que c'est une des priorités du département, de pouvoir fournir les collèges mosellans avec du maraîchage de Moselle. Bon, pour le faire, il faut aussi former les cuisiniers à utiliser ces légumes et ces produits de la façon adéquate. Bien, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce côté marque employeur. Est-ce que c'est une demande, une volonté des collaborateurs? Vous avez l'impression que pour recruter, il faut en passer par là. Et qu'est-ce que vous mettez comme action? Enfin, si vous pouvez développer un petit peu les actions que vous avez mis en place, donc ces bâtiments, ces bureaux un peu de nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils vont apporter concrètement dans le quotidien des salariés? Fallait pas en passer par là. Enfin, disons, c'est pas une contrainte. Mais évidemment, c'est quelque chose d'important, qui est pas seulement dans l'air du temps, qui est très 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 cohérent. Déjà, quand on passe, on a parlé de 40 emplois équivalents temps complet en 2018, pour se retrouver aujourd'hui à 110 équivalents temps complet et parfois jusqu'à 200 collaborateurs sur site. Déjà, pour garder l'esprit familial, l'esprit où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide, où il y a une vraie communauté Sainte-Croix, effectivement, avoir un endroit qu'on appelle la ruche, où tout le monde va pouvoir se retrouver, va pouvoir échanger. C'est un lieu de vie, en fait. Hein, c'est un lieu de vie. Les gens qui s'occupent de l'entretien, par exemple, des hébergements à Sainte-Croix, on pourrait dire c'est des agents d'entretien. Enfin, ces agents d'entretien vivent dans un cadre incroyable et sont les premiers donneurs d'alerte aussi sur la santé des animaux, parce qu'ils sont au quotidien en train de s'occuper de l'entretien des chambres, des lieux, au cœur du parc, et vont servir aussi, vont pouvoir être un relais auprès du service vétérinaire, auprès des animaliers, auprès des animateurs, vont pouvoir signaler les premières naissances, etc. D'où l'importance d'avoir ce lieu de vie où chacun va se retrouver et va pouvoir échanger. Et chacun va pouvoir aussi être formé. On propose déjà actuellement au moins une fois par mois, on va faire venir une spécialiste de reptiles du Muséum d'histoire naturelle de Paris. On va faire une conférence pour l'ensemble de nos collaborateurs, tous services confondus, sur cet animal mythique qui nous a fait le grand plaisir de nous rejoindre, qui est le pigargue à queue blanche, sur le territoire, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un lieu où il y aura des salles projets aussi. On incite beaucoup à l'agilité, à pouvoir se saisir de projets, de pouvoir les monter soi-même, l'esprit d'initiative. Tout ça en éco-construction aussi. Tout ça, oui, ça, l'éco-construction, c'est une autre pierre angulaire. Effectivement, en ayant un impact, si on peut pas se contenter de dire aux gens faites, vous avez un mauvais comportement. Si nous-mêmes on n'essaye pas d'être le plus respectueux possible, alors c'est pas encore parfait. On s'intéresse depuis peu, par exemple, à pouvoir produire sur site notre propre énergie pour le réintroduire dans nos propres réseaux. On est de plus en plus pointu sur l'isolation. Tout ce qui est énergie non consommée, on n'aura pas besoin de compenser, c'est clair. Donc on travaille beaucoup sur l'éco-construction. On travaille beaucoup sur des techniques anciennes qui ont été réactualisées et qui sont formidables, comme le chambre chaud, comme utiliser de la laine de mouton pour isoler vos murs. Faut pas hésiter, faut y aller. Faire des murs en paille, faut pas hésiter non plus. Donc c'est tout des champs d'expérimentation qu'on fait en partenariat avec le monde de l'entreprise, avec le CAUE, etc. Mais quand on parle de ce domaine-là, c'est un peu symbolique. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça a à faire dans un parc animalier? On a une vision très large des problématiques environnementales. C'est pour ça qu'on veut agir dans l'agriculture, qu'on veut agir dans l'éco-construction, qu'on veut mobiliser une communauté, etc. C'est d'avoir une vision beaucoup plus large
et pas réductrice de dire ah oui vous êtes des montreurs d'animaux. Non, c'est pas du tout notre vocation. Ils sont là au service d'une cause et on a besoin impérativement d'intégrer dans nos réflexions la position de l'homme dans cette nature, les animaux et l'ensemble des écosystèmes et tous les impacts qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment un positionnement en évolution permanente à Sainte-Croix. Pour l'instant, ça s'appelle un parc animalier. On s'appellera peut-être autre chose. On n'a pas encore trouvé un jour. Les animaux restent au centre, mais nos préoccupations sont bien plus larges parce qu'on doit agir. Donc on doit agir, hein. Il y a évidemment cette transition environnementale qui est au cœur de toutes les entreprises, hein, que ce soit industrielles ou touristiques ou enfin tout le secteur. Et c'est pas l'ennemi de la croissance finalement, cette transition environnementale. On peut faire des investissements importants tout en conservant une croissance économique. Bien sûr, il faut trouver le bon équilibre. On a dit voilà, trop de visiteurs ce serait négatif. La croissance elle doit être durable. Elle s'appuie sur ces bâtiments éco-construits. Elle s'appuie sur un certain nombre de choses. Mais nous, notre activité particulière, c'est effectivement, on a la chance par rapport à toutes ces entreprises qui s'intéressent à toutes ces problématiques RSE, c'est que nous, c'est notre ADN depuis toujours. On baigne dedans et on a la chance de pouvoir agir. Donc, on a certes une activité économique, mais qui doit être la plus vertueuse possible, avec un impact le plus limité possible. Mais il y a un impact, faut pas rêver, qui soit économiquement la plus rentable possible, c'est évident, pour financer toutes ces missions d'intérêt général. Parce que voilà, un de nos moteurs, c'est toutes ces missions d'intérêt général qui, elles, ne font que coûter, mais qui ont un impact très positif. Que ça soit des colloques, de la vulgarisation scientifique, de la recherche scientifique. Nous, on a la chance de pouvoir, si on mobilise le monde agricole, c'est d'avoir une véritable action sur le territoire. Quand on a des actions de réintroduction et de renforcement de population, quand on travaille sur le pigargue à queue blanche, on a cet infini plaisir de pouvoir changer des choses qui semblaient condamnées, qui semblaient terminées. Le pigargue à queue blanche, un aigle fantastique, vraiment l'aigle majeur du territoire français, il a disparu pendant plus d'un siècle. Et par hasard, il y a des recherches scientifiques, tous les naturalistes cherchent. On ne sait pas comment, une chance incroyable, près de l'étang du Lindre, à quelques kilomètres du parc, un couple s'est installé en 2011 et a commencé à se reproduire. Et depuis, il y a toute une structuration qui se fait autour des aigles du Léman, de Sainte-Croix, et on parlera de collaborer. Sainte-Croix seule, ça a peu de sens. On collabore avec énormément de partenaires. Et là, en l'occurrence, il y a un plan national d'action qui a été monté. Et Sainte-Croix, à la fois, toujours en matière d'éducation, de sensibilisation, c'est une chose, ça on le sait. Mais là, on a une volière exceptionnelle qui est une nouveauté de cette année, au cœur des étangs, avec un couple reproducteur. Et l'idée, c'est en réseau, de reproduire plus de 80 aigles de pigargue d'ici 2030 pour les relâcher et faire du renforcement de population sur le territoire. Donc on a la chance d'avoir une vraie action. On est leader d'un plan d'élevage européen de la chouette de l'Oural, une chouette qui avait disparu tout complètement. On est en partenariat avec le land allemand de la Bavière. On a eu cette année les premières photos des individus qui ont été à un moment donné élevés à Sainte-Croix et dans le réseau, qui ont eu les premiers jeunes en milieu sauvage en 2024. Donc ça c'est formidable. Donc on a cette chance de pouvoir agir et pour collaborer, c'est-à-dire on peut pas être tout seul. Il faut qu'on travaille. On travaille avec les écoles agricoles. On travaille avec le Conservatoire des espaces naturels lorrains. À la fois on fait des mécénats de compétences, on finance leurs activités, on finance des activités éco-citoyennes, parce que dans l'écosystème Sainte-Croix, on a une association, on a un fonds de dotation, donc on redistribue des fonds, etc. On travaille avec l'Institut européen d'écologie créé par Jean-Marie Pelt, on travaille avec des scientifiques. Donc la vision de Sainte-Croix, c'est effectivement de cultiver un réseau, un écosystème pour avoir un impact véritable sur l'environnement au sens large et les écosystèmes. Donc effectivement, beaucoup d'actions sur l'environnement, sur les salariés, sur la RSE, et tout ça, ça vous a valu de recevoir 2 prix, donc un prix PME RMC, vous allez nous expliquer, et le prix spécial du jury de Ernst & Young. Donc expliquez-nous un petit peu ces 2 prix et qu'est-ce qu'ils viennent récompenser. Et ce qui est vraiment intéressant, Ernst & Young, que vous venez de recevoir, dans l'absolu, enfin pas dans l'absolu, c'est un prix spécial du jury pour effectivement mettre en avant une entreprise particulière qui est vraiment Sainte-Croix et son dirigeant qui est moi-même, mais le dirigeant sans ses équipes,
sans l'idée de Gérald Singer qu'on a pu développer, il est rien. Donc c'est un travail collectif. RMC, c'est effectivement sur tous nos environnements sociétaux, environnementaux, etc. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que habituellement, c'est des entreprises très classiques de l'industrie, de la recherche, des startups, etc. qui sont récompensées. Donc c'est tout à fait nouveau que des entreprises telles que Sainte-Croix sont récompensées. Donc c'est qu'on va bien au-delà d'un parc zoologique classique par rapport à nos actions, et que heureusement la cause environnementale est de plus en plus importante, et ces prix permettent comme vous aujourd'hui et comme tous nos partenaires médias, le groupe EBRA et d'autres, etc., et ces partenaires qui nous ont donné ces prix-là, ça permet d'être des véritables amplificateurs de nos paroles, de nos actions, et de soutenir nos programmes de réintroduction du tétra, du lynx, etc., et tous nos programmes de recherche ou autres. Et puis, à présent, vous bénéficiez cette fois de l'adhésion du public, et d'ailleurs, vous proposez même une sorte de tourisme où on participe, qui est tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on peut se rendre à Sainte-Croix et puis faire ses plantations. Enfin, vous faites bosser un peu vos visiteurs. Alors, bosser, oui, effectivement, c'est un. Mais ils aiment bien ça. C'est ce qu'ils attendent. C'est le tourisme un peu, le tourisme sur vert. La ferme des Vents où effectivement bien les faire participer. Mais on leur demande aussi, dans l'écosystème, on a vraiment, effectivement, on leur demande de participer. Il y a les ambassadeurs de Sainte-Croix. Et les ambassadeurs de Sainte-Croix, c'est une communauté. Vous pouvez à la fois financer toutes nos actions citoyennes en soutenant nos actions et en confiant les fonds à notre fonds de dotation ou à notre association pour qu'on puisse les redistribuer avec un conseil scientifique. On a pu sélectionner des projets où ils auront véritable action. Et après, on publie notamment à la fois sur les réseaux et un magazine à la fois pour les enfants et les adultes chaque mois, pour que, en tant qu'ambassadeur de Sainte-Croix, ambassadeur tout court de la nature, ils puissent relever des défis de la nature et s'engager eux-mêmes. Et s'engager eux-mêmes, ça peut être des choses aussi simples et aussi compliquées à faire admettre, comme non, il n'est pas utile, et y compris dans nos campagnes, de tondre les pelouses toutes les semaines pour qu'elles fassent 2 mm de haut, que c'est très néfaste pour la biodiversité, qu'il faut laisser des zones en fauche tardive. C'est une des actions, par exemple, simples, faciles, mais tellement difficile à persuader, faire persuader le public, qu'on essaye de mettre en action. On va leur suggérer aussi de faire une petite mare dans leur jardin, ainsi de suite. Donc on leur donne quelques clés d'actions concrètes qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien. Et en tout cas, est-ce que vous avez cette impression, alors si on sort un petit peu de Sainte-Croix, mais de façon plus générale, que le public attend un autre tourisme, du tourisme vert, ne plus nécessairement prendre l'avion, mais justement, pourquoi pas aller passer une semaine à Center Parcs ou à Sainte-Croix. Bien sûr. Maintenant, vous avez cette impression là d'un changement des attentes des visiteurs? C'est assez paradoxal. Entre, évidemment, les années 80 et l'évolution d'aujourd'hui, il y a un changement, effectivement, de paradigme, et toute une partie des gens recherchent ce que vous venez de décrire, et ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont encore nombreux, finalement, on a pu le voir cette année, à prendre l'avion, à aller loin, à aller faire du surtourisme, à trouver des zones de selfie. Il y a encore du boulot, on va dire. Il y a encore du boulot là-dessus. Il y a encore du boulot. À favoriser aussi les transports en commun. On sait qu'on a un impact avec tous ces véhicules qui viennent à Sainte-Croix. On préconise aussi beaucoup le développement du train. On est en train de supprimer encore des liaisons entre Sarrebourg et Paris, ce qui est quand même incompréhensible dans l'air du temps. On est en train de développer des navettes de bus aussi. On aimerait bien que ça aille beaucoup plus loin, comme on la chance d'avoir, on fait des choix, c'est pas une chance. Des pays comme le Danemark a fait le choix du tout train, tout bus, de façon incroyable. Vous montez plus dans votre voiture, donc c'est assez exceptionnel. Mais effectivement, de toute façon, on n'a pas le choix, et il va falloir véritablement changer d'attitude, mais il y a encore du boulot. Et peut-être un petit mot pour finir. Le parc animalier, c'est une histoire familiale, évidemment. Donc vos parents, puis votre frère et vous-même. Donc là, vous avez repris seul les manettes depuis 2021. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, donc votre fils, comment ça se passe? Comment vous êtes réorganisé déjà après 2021? Comment Déjà, ce qui était important quand
certes mon frère, mais quand un associé quitte une entreprise, c'est de pouvoir garder vraiment la maîtrise de l'entreprise. Et ça a été un pari, ça a été une recherche compliquée de partenaires qui collaient au parc. Donc on a pu garder cet aspect entreprise familiale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parcs, beaucoup d'activités touristiques sont tenues par des fonds d'investissement. Oui, alors que vous, c'est Capital Grand Est, BPI voilà, France. Thoiry, Zoo de la Flèche, que ça soit le Zoo d'Amnéville, etc. Bon, voilà, c'est un modèle qui correspond pas vraiment à mon éthique et à mon vieux sens paysan. Donc vos on a trouvé deux investisseurs, partenaires. Ce sont Capital Grand Est et BPI France. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est déjà une chose qui permette de pérenniser le parc dans la durée. Après, Lucas, effectivement, à 26 ans, a rejoint l'entreprise depuis 2 ans. Il est très investi dans des domaines très différents. On a parlé du projet d'agroécologie. Donc là, c'est vraiment son projet à part entière, sa propre création. Il travaille beaucoup sur le parcours d'hiver et notamment sur la partie un peu plus artistique, texte, etc. Et tout ce qui est marketing aussi et commercial, parce que faut trouver les pendants entre ses activités de mission d'intérêt général et une activité économique. Et voilà, il est directeur adjoint du parc. Il prend de plus en plus, il apprend tous les jours, comme moi aussi, on apprend à tout âge. Donc voilà, ça se passe très bien. En tout cas, la relève est assurée. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a 26 ans, il est libre, il peut encore faire un autre choix en fonction des circonstances de la vie. Et si un jour l'entreprise, on a eu la chance il y a 2 ans d'accueillir l'ensemble de la Confédération des SCOP, si ça doit devenir une SCOP, ce sera avec plaisir aussi. Mais l'idée, c'est de garder vraiment un ancrage territorial et un côté entreprise familiale au sens large, avec une définition un peu large. Donc c'est ça l'essentiel. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Singer, pour la qualité de nos échanges. Merci. Quant à moi, je vous retrouverai au mois de novembre. Je remercie encore nos partenaires qui rendent cette émission possible, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est et la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Je remercie aussi les équipes de Y-Vision. À bientôt.